Bonjour à vous tous. Nous espérons vous porter bien ce matin, bien sûr, devant vos petits écrans. Ce rendez-vous est le vôtre, mesdames et messieurs. Un plaisir pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous parlons des familles recomposées. Ce jour, une famille recomposée, eh bien, comprend un couple d'adultes, mariés ou non, et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. Les enfants qui vivent eh bien, avec leurs parents et des demi-frères ou demi-sœurs font aussi partie d'une famille recomposée. Mais la cohabitation avec ces enfants de son partenaire n'est toujours pas aisée, vous le savez, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience. Des problèmes surviennent parfois, mettant le parent de l'enfant de l'autre union à des fois devoir choisir même entre cet enfant et sa nouvelle famille. Comment ne pas en arriver là? Comment ne pas arriver à ces conflits-là? Comment cohabiter avec l'enfant de son conjoint ou de sa conjointe? La question est en débat ce matin dans notre cour commune avec des invités aguerris. Mais avant de vous les présenter, voyons le mot du jour que Modeste a pu dégager de cette thématique. Bonjour Modeste. Toboulaï, bonjour aux téléspectateurs. Ça va, non? Très bien, la pleine forme. D'accord. Allez, le mot du jour. Alors aujourd'hui, on parlera de cohabiter, qui est un verbe transitif indirect. Cohabiter qui s'écrit C-O-H-A-B-I-T-E-R. Au premier sens, on parle d'habiter dans le même logement que quelqu'un. Cohabiter avec ses beaux-parents, par exemple. Au deuxième sens, vivre avec l'autre en parlant de chacun des membres d'un couple. Au troisième sens, on parle de vivre avec un autre groupe ethnique, politique, économique présent dans le même territoire ou dans le même espace juridique sans remettre en cause le système existant. Quatrième et dernier sens, on dit qu'il existe en même temps quelque chose qui lie l'un ou l'autre. Comment faire cohabiter cette théorie avec la situation actuelle? Des citations pour finir avec le mot du jour. D'abord le proverbe juif qui nous dit: d'un homme orgueilleux, Dieu dit, lui et moi ne pouvons cohabiter dans le monde. D'un homme orgueilleux, Dieu dit, lui et moi ne pouvons cohabiter dans le même monde. Et Charles Pascal qui nous dit, dans un même appartement, on peut toujours cohabiter sans être obligé au concubinage. Dans un même appartement, on peut toujours cohabiter sans être obligé au concubinage. Et un proverbe danois qui nous dira: 10 pauvres peuvent habiter dans une même maison, mais 2 rois ne peuvent cohabiter. 10 pauvres peuvent habiter dans une même maison, mais 2 rois ne peuvent cohabiter. Voilà, Modeste, merci. Alors, que vous inspire notre thématique du jour? Dites-moi déjà avant que je n'installe les invités. Ah bon, qu'est-ce que ça m'inspire? Quand on parle de vivre avec un enfant d'un conjoint, de votre conjoint, c'est-à-dire la personne a eu son enfant avant que vous ne soyez en relation et que l'enfant habite avec vous, je pense que ça, quand on parle de ces situations, on parle de problèmes, des problèmes qui surgissent. Pourquoi pas? Parce que vous avez des parents des personnes qui n'acceptent forcément pas l'enfant des autres parce qu'on se dit on déteste, voilà, que ce soit l'homme ou la femme, le père, le parent de cet enfant et les problèmes qu'on a peut-être avec ce parent, on essaie de mettre sur l'enfant, de créer tout le temps des problèmes. Et aussi, il y a le fait que l'enfant devient un esclave dans le couple. Tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a de mauvais, on l'attache à l'enfant. Oui, la grosse problématique dans cette cohabitation-là, est-ce qu'on est censé faire l'éducation de cet enfant d'une relation antérieure? Parce que être la belle-mère, est-ce qu'on est à même de pouvoir éduquer cet enfant? Et on sait que quand il s'agit d'éduquer sous nos cieux, c'est que frapper l'enfant quand peut-être il commet des impairs ou bien enfin, quand il fait des bêtises. Un peu comme on frappe ses propres enfants et quand tu le fais, on dirait que tu es une mauvaise belle-mère ou bien quand eh bien, l'enfant de
le père pardon, de cet enfant se retrouve dans une posture de pouvoir toujours chérir un peu trop cet enfant au détriment de sa nouvelle famille. Bon, c'est mélangé, on n'arrive pas toujours à s'en sortir. Voilà, donc quelques idées certainement que nos invités vont émettre. Comment on est censé cohabiter? C'est la grosse interrogation pour être sûr de réussir et ne pas être tassé de tous les noms. Et est-ce qu'on est surtout obligé d'aimer cet enfant et est-ce que cet enfant est obligé de nous aimer aussi? L'enfant n'est forcément pas reconnaissant quand vous l'aidez. Oui, mais il est dans une nouvelle famille. C'est vrai qu'il a sa culture déjà, il a d'autres habitudes et tout. Sa mère restera sa mère, il ne verra jamais en vous. La femme peut-être sa mère ou bien vous, l'homme, son père, peut-être. Hein? Mais il y a des enfants qui sont quand même assez ouverts. Quand on leur donne leur espace, ils sont assez ouverts que pouvoir vous accepter tel que vous êtes quand vous les acceptez aussi. Je pense que tout dépend de l'harmonie que les deux partenaires qui s'aiment malgré cet enfant issu d'une relation antérieure, tout dépend de cette harmonie-là, de ce principe qu'ils ont mis dans le foyer pour que la vie ensemble soit aisée et tout. Donc, voilà un peu, on va débattre et écouter les opinions de nos invités. Nous avons convié Monsieur Ardent Prost Djanotin, qui est un entrepreneur. Nous avons également appelé notre psychologue maison, André Alirono. Nous avons fait appel au coach Amédée Posé Atolo, qui est coach en Mind Education. Et nous avons également fait appel à une jeune journaliste. Nous allons les installer pour faire le débat tout de suite. Pour ce premier plateau, j'ai avec moi Monsieur Ardent Prost Djanotin, qui est un entrepreneur. Bonjour à Monsieur Djanotin. Bonjour, madame. Vous allez bien ce matin? Super. D'accord, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous avez fait un long trajet pour honorer ce rendez-vous. Nous sommes reconnaissants donc. Alors, nous avons également avec nous ce matin Madame Sandra Topona, qui est artiste et également journaliste. Bonjour. Bonjour. Ça va ce matin? Ça va bien. Voilà. Et Modeste qui sera avec nous pour ce premier plateau. Et si tout va bien, eh bien André Alirono également, Madame Amédée Pozo Atolo vont nous rejoindre en deuxième temps si tout va bien. Alors, en attendant, on va démarrer sur ce plateau. Voilà notre thématique du jour. Comment cohabiter avec l'enfant de son conjoint ou de sa conjointe, comment s'y prendre. Alors, Monsieur Djanotin, vous voilà, ou nous voici face à un enfant qu'on ne connaît pas, avec qui il va falloir cohabiter, vivre donc votre quotidien. Quelqu'un qui a déjà toute son histoire, ses goûts, ses particularités, etc. Comment on est censé s'y prendre? Merci. Je vais essayer de planter le décor en prenant mon propre exemple. J'ai été, sinon je continue par être élevé par une magnifique maman qui est l'épouse de mon père, mais pas ma mère biologique. Et nous sommes une famille de 5 dont je suis l'aîné. Et c'est quand le Benjamin a eu ses 18 ans qu'il a su qu'en réalité, nous n'étions pas de la même maman. Ah d'accord. À 18 ans? À 18 ans. Ouais, on a toujours grandi ensemble, il est né devant moi. Et entre l'aîné et celui qui me suit, entre moi et celui qui me suit, je suis l'aîné, il y a 8 ans de différence. Donc, j'ai rejoint ma belle-maman autour de 10 ans. D'accord. Et c'est elle qui m'a élevé. Donc, c'est pour vous dire que je suis quelque part le fruit d'une femme qui a accepté faire ce sacrifice d'élever l'enfant que mon père a conçu hors mariage. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu. Bon, dans une relation précédente. Et moi aussi, j'ai une fille et je ne suis plus avec sa mère. D'accord. Vous voyez? Donc c'est une grosse question parce que il faut se mettre dans la peau de l'enfant. Si vous êtes son père, par exemple, c'est-à-dire que vous avez avec vous une épouse qui a eu un enfant d'un autre homme, que vous avez sous votre toit. Vous devez vous mettre dans la peau de l'enfant désormais et l'internaliser comme une partie de vous. Et le voir avec l'amour que vous avez pour sa mère. Ce n'est que comme ça que vous pouvez accepter cet enfant comme faisant partie de votre foyer et vous sacrifier dans son éducation. Évidemment,
Je le dis comme ça, mais c'est un ensemble de choses. Oui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que en couple, c'est le jeu d'intérêts. C'est les intérêts qui comptent. Même si il y a la passion l'amour, c'est un ensemble de choses. Oui. C'est un ensemble de choses. Donc, ça commence par la passion, ça se maintient par les intérêts et l'attachement que vous éprouvez continuellement l'un envers l'autre et les sacrifices que vous êtes prêts à consentir l'un pour l'autre. Donc, c'est déjà en ce moment que si vous avez un enfant hors mariage, vous allez préparer votre conjoint ou conjointe et voir si véritablement celui ou celle avec qui vous êtes en train de vouloir vous engager est d'accord pour se sacrifier en n'ayant pas encore d'enfant pour vous, pour cet enfant-là. Voilà. D'accord. Oui, sur la même question, Madame Topona, un enfant qui a déjà son histoire, ses goûts et bien entendu les souvenirs de la famille qui ont déjà volé en éclats ces souvenirs-là. Comment on est censé s'y prendre avec cet enfant de son partenaire? Alors, je crois que d'abord, il y a une question fondamentale. Dans toute relation, il y a d'abord ce qu'on appelle le fond de base. C'est quel genre de relation qu'on veut d'abord construire avec son partenaire. Maintenant, quand on décide de vivre avec quelqu'un, il va de soi qu'on l'accepte avec tous ses bagages, comme on le dit. Et quand il y a des enfants, je crois que c'est la partie la plus importante qu'il faut essayer d'assimiler. Les enfants, il faut d'abord, je crois qu'il y a une première phase de l'acceptation. Il faut se faire accepter par les enfants d'abord parce que tous les enfants ne sont pas faciles. Il y a des enfants qui acceptent facilement, il y a des enfants qui sont aussi compliqués. Donc la première phase, c'est d'abord l'acceptation parce que quelle que soit la relation avec le conjoint, quel que soit l'amour, quelle que soit la formidabilité de votre relation, tant que les enfants ne vous acceptent pas, il y aura toujours un bug quelque part. L'acceptation, ça dépend souvent de l'âge de l'enfant. Si c'est un enfant qui est déjà peut-être dans sa majorité, donc tend vers l'âge adulte, c'est gérable. C'est gérable. Mais si c'est un adolescent, un enfant bébé des premiers âges, de bas âge, c'est très compliqué. Si l'enfant était déjà habitué, comme vous le dites, les goûts et tout avec sa maman, c'est le premier travail, je crois, d'abord qu'il faut faire. Et il y a aussi il y a un truc personnel. Il faut d'abord avoir de l'amour à donner. Parce que il faut savoir ne pas faire la différence entre les enfants. Il ne faut pas faire la différence entre ses enfants et l'enfant de son conjoint. Donc, il faut avoir de l'amour à donner. Et ça sera beaucoup plus facile maintenant de faire ce travail-là qui va aboutir maintenant à une relation entre vous et ces enfants-là. Et à la fin, je crois que ça se fera tout naturellement, le reste. La grosse interrogation, c'est quand tisser ce lien-là dont vous parlez avec cet enfant. Peut-être au début de la relation, l'homme ou la femme vous a dit qu'il ou elle a eu un enfant d'une relation antérieure. Vous êtes au courant. Mais quand est-ce que vous êtes censé tisser ce lien-là avec cet enfant? À partir de quel moment on tisse cette relation? Cette question, on va l'adresser à Modeste. Quand tisser cette relation, je pense même quand le parent ne vous présente pas son enfant, déjà au téléphone, vous essayez de prendre les nouvelles de l'enfant, comment l'enfant va, lui envoyer de petits cadeaux, pourquoi pas. Moi, j'ai quand même connu des personnes qui l'ont fait, juste pas des appels, même en ne voyant pas cet enfant, on envoie de petits présents. Non, mais on te parle de l'enfant, on te parle simplement de l'enfant, j'ai un enfant de tel et tel âge, le monsieur, il envoie de petits présents, essaie de parler à l'enfant au téléphone. Pas forcément la mère présente l'enfant, le monsieur en tant que mon futur mari ou en tant que mon homme, mais simplement un tonton. Mais le tonton essaie de tisser une amitié avec l'enfant, essaie de tisser des relations très intimes avec l'enfant, être un ami, pourquoi pas pour l'enfant. Parce que je pense que c'est ce dont les enfants ont besoin. Et là, quand la femme vous présente à l'enfant, le monsieur
faire sortir l'enfant. En fait, les enfants de 10 à 12 ans ou 15 ans, je pense que c'est un peu compliqué parce que peut-être l'enfant a eu à vivre avec son parent, son papa, les petites choses que le papa lui fait, il va forcément en avoir besoin. Il se dit, mais avec vous, je vais peut-être l'avoir, mais si vous ne le faites pas, il va vous détester parce qu'il va se dire, mais il ne prend pas soin de moi comme mon papa, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Donc, le mieux, c'est faire sortir les enfants, les amener dans des endroits de jeu, leur offrir de petits cadeaux. Et aussi, ne pas être un tonton très strict au début de la relation quand vous êtes avec la maman, quand il ne faut pas trop crier sur l'enfant. Et je pense que déjà là, vous essayez de tisser de relation avec l'enfant. Oui, c'est la même question, Monsieur Diananta. Comment tisser ce lien-là? Est-ce que c'est déjà quand on vous présente l'enfant que cette cohabitation commence, ou bien vous attendez être en ménage avec lui si le parent de cet enfant a fait l'option que l'enfant vive avec vous dans la famille? Alors, ça dépend de la personne. C'est-à-dire, si c'est une femme, par exemple, qui veut entamer une relation avec cet enfant, il faut déjà que le conjoint est suffisamment rassuré. Ça dépend des discussions que vous avez en amont, vous qui voulez vous mettre ensemble en couple, et du niveau de confiance qui s'établit. Parce que une femme peut chercher à plaire à un enfant juste pour attirer l'homme et vice-versa. Alors qu'une femme peut attendre d'être suffisamment en sécurité dans les échanges et les niveaux de relation avant de pouvoir franchir un cap avec l'enfant. Parce qu'il ne faut pas non plus présenter tout le monde à l'enfant, sinon l'enfant va se dire papa ou maman change de conjoint tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que selon moi, j'attends d'arriver à un niveau de discussion où je sens que cette personne est tout de moins alignée un peu sur mes projets de vie. Et là, je lui dis, j'ai un enfant dans ma vie et cet enfant, même si elle est avec sa maman à tout moment, elle peut venir dans mon environnement et vivre avec. Parce que vous savez, l'amour c'est un jeu, donc on se teste continuellement. Donc quand le ou la conjointe envoie cette information, il attend forcément une réaction en retour. Et donc c'est vous qui recevez l'information, c'est la façon dont vous l'analysez, la façon dont vous voyez la relation qui va faire que vous allez passer à l'acte où vous décidez. D'accord. Oui, Madame moi, je vais rejoindre un peu, monsieur. Il faut d'abord arriver à un certain niveau de relation. Il faut d'abord savoir si on veut vraiment s'engager avec cette personne-là, si on veut vraiment faire long feu avec cette personne. Parce qu'il ne faudrait pas aussi, comme il a dit, présenter tout le monde à l'enfant. Parce que déjà, je crois que s'il y a une séparation, déjà, c'est déjà un petit traumatisme pour l'enfant qui se dit pourquoi papa et maman ne sont pas ensemble. Surtout si c'est un enfant de bas âge, il faudra faire très très attention parce que c'est très délicat d'imposer quelqu'un d'autre dans la vie de l'enfant. Donc il faudrait vraiment revoir tout le paramétrage de la relation si on est vraiment sûr de faire un chemin avec cette personne-là. Et maintenant, préparer, stimuler l'enfant à accepter quelqu'un d'autre, comme la tata l'a dit, présenter l'enfant, c'est pas parler au téléphone, des petits présents, commencer à parler de son partenaire à son enfant, même s'il est tout petit, les enfants peuvent comprendre à un certain niveau. Donc il faut vraiment stimuler l'enfant, le préparer, et voilà, quand ça va se faire, il faut être sûr vraiment de ne pas son encore, choix, de son choix, pour ne pas encore tout chambouler dans sa tête. Ramener encore, ça va être un autre boulot et ça va stresser l'enfant. Donc le moment pour le dire à l'enfant doit être vraiment calculé avec beaucoup d'assurance. C'est ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Alors, quand toutes ces attirances-là sont concrétisées et que vous êtes sûr, eh bien, vous le dites à l'enfant, combien de temps il faut donner à l'enfant pour l'accepter? C'est peut-être ça la grosse interrogation. L'enfant, il sait que vous n'êtes plus avec sa mère, surtout si c'est qu'il est d'un certain âge déjà. Il sait que, papa et maman, ça ne va plus. Et puis papa est censé trouver une autre, maman également est censée trouver un autre. Voilà, l'information, elle est arrivée. On s'attend, mais on ne l'accepte pas toujours là, tout de suite, l'information, elle est arrivée. Combien de temps on est censé lui donner à cet enfant-là avant d'aller sur lui, vous qui êtes la nouvelle personne qui est entrée dans sa vie et qui voulait
habiter ou bien cohabiter avec cet enfant-là, Monsieur Diananta? Merci. Bon, comme on a parlé d'enfants, moi j'étais toujours dans un format de 0 à 12 ans. Vous voyez? Donc, bon, on va ouvrir pour dire l'enfant reste enfant jusqu'à... Oui, l'enfant de votre sûr. partenaire. D'accord. Oui, donc c'est pas que ça a un âge suffisant quand on dit enfant, c'est Je forcément. pense que ça dépend des enfants. D'accord. Ça dépend des enfants. Vous savez, par exemple, naturellement, les filles n'aiment pas voir leur père avec une autre femme autre que leur mère. Bon, les garçons, ils sont un peu... Ils sont un peu je m'en foutiste. Bon, vous savez, un garçon, si il a une belle maman qui lui donne bien à manger, qui ne lui crée pas Lui, trop le de reste, problèmes, c'est pas lui, trop n'a pas son trop de problème. soucis. Par contre, les femmes sont déjà minutieuses sur certains détails. Donc, si vous avez une fille, par exemple, et que vous êtes un homme, vous devez prendre en compte que si vous présentez une autre femme à votre fille, surtout si elle est rattachée à sa mère, Oui. ça va faire un couac. Surtout si elle vit avec sa mère. Si elle vit avec vous, c'est encore plus facile. Il faudra juste lui donner le temps et que celle qui arrive, moi par exemple, par expérience, je me sens plus en sécurité quand je discute avec une femme qui est déjà maman. Ah. Bien sûr, parce que si vous avez un enfant, vous devez penser à la sécurité de votre enfant. Oui. Et une femme qui n'a jamais connu la maternité, si elle découvre la maternité avec l'enfant d'autrui, c'est délicat. Ah bon? Surtout si elle n'est pas mûre. C'est très délicat. Comment c'est délicat? Vous savez, les enfants nous confrontent à nos états. L'enfant vous confronte à vos défauts en fait. Il vous met en colère, il vous fait voir votre propre visage, il vous pousse à bout. Donc, quand c'est le vôtre, même si vous êtes en colère, il y a le regard de « ça vient de moi ». Mais quand ce n'est pas pour vous, c'est naturel. Il y a une autre colère qui s'ajoute à la colère que vous deviez avoir en tant que Parce qu'il mère. me rappelle continuellement que bon, mon mari ou ma femme a déjà eu une relation antérieure. Bien sûr, il y a cette jalousie, même si elle n'est pas affirmée tant que vous n'êtes pas maman, cette jalousie quelque part existe. D'accord. Vous voyez, donc c'est tout un ensemble de choses, c'est tout un paramétrage et c'est surtout l'homme. C'est pour ça que je dis, quand l'homme veut se mettre en couple, s'il a un enfant, il doit faire attention. Parce que très souvent, après on boude les femmes, mais elles ont été propulsées comme ça. Puisque elle est venue dans un ménage pour être heureuse. Oui. Et- S'il n'y a pas le bonheur, pourquoi je me mets en ménage? Pour vivre Je n'ai l'enfer. pas signé pour, Voilà. pour autre chose que le bonheur. Et il ne faut pas condamner l'enfant deux fois, parce que l'enfant qui n'est plus auprès de sa famille de base, c'est un enfant qui est déjà condamné quelque part. Donc si vous le remettez encore dans un ménage où vous forcez la femme, où vous forcez l'homme à l'accepter, vous le traumatisez une seconde fois. Et l'enfant devient rebelle. Et en ce moment, on ne voit pas le traumatisme que l'enfant subit, on regarde juste ses égarements. Et ça crée encore plus de frustration dans le ménage parce que peut-être la maman ne comprend pas. C'est-à-dire la belle-mère ne comprend pas les comportements de l'enfant. Le mari ne veut pas prendre la patience de gommer ses erreurs. Et donc ça devient une situation chaotique qui peut faire exploser le ménage très rapidement. Donc lorsqu'on est en face d'un ou d'une conjointe qui a déjà un enfant, il faut prendre le temps. Si l'enfant est avec sa mère, là encore c'est malléable. Mais si l'enfant vit avec le conjoint, il faut prendre le temps véritablement de, si c'est encore un enfant, de le coloniser. Et excusez-moi le mot, mais ce n'est que comme ça. On perçoit le sens, oui. Bien sûr. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être un peu compliqué. Donc, le dompter. Oui. Pendant combien de temps? C'est la question, le temps qu'il faut lui donner à cet enfant d'accepter vous, son beau-père, de vous accepter, vous, sa belle-mère. Modeste de Sotobi. Je pense que le temps qu'il faut, parce que tout de suite que faut présenter ou tout de suite que vous mettez en relation et que l'enfant vit dans cette relation, il ne faut pas tout de suite
dit à l'enfant, j'ai choisi cette personne, tu dois l'accepter. Parce que d'un autre côté, il y a aussi le second parent. Et que l'enfant peut-être va voir le second parent chaque fois. Et on ne sait jamais ce que le parent dit à l'enfant dehors. L'enfant revient. C'est vrai, vous lui apprenez des choses, vous lui dites des choses qu'il comprend. Mais quand il sort, son second parent lui dit c'est peut-être pas un bon homme pour ta maman. Le mieux, c'est d'agir de telle et telle manière pour que je puisse revenir. On se pense que il revient, que ce soit au nouveau papa ou à la nouvelle maman, et aussi aux parents, aux vrais parents, que ce soit la mère ou le père, de savoir comment procéder avec l'enfant, attendre le temps qu'il faut. Ne vous dites pas en un an que l'enfant va forcément accepter le nouveau parent qui... Ah, mais il faudrait qu'on évolue aussi dans la relation. Oui, mais le temps qu'il faut. Oui, mais pas forcer l'enfant tout de suite quand vous vous mettez en relation, 1 mois, 2 mois, l'enfant il doit accepter. Mais l'enfant aussi réagit autrement. L'enfant va à l'école, par exemple, il dit à ses amis, ma maman s'est mise en relation avec telle personne. Mais il y a aussi les amis qui disent, qui disent plutôt, j'ai eu mes parents aussi sont dans telle relation, mon papa est avec telle nouvelle maman, et je viens, c'est ma marâtre, elle me maltraite. Mais quand l'enfant a ses idées dehors, l'enfant se dit, mais sûrement ça va être mon sort. Donc l'enfant tout de suite est révolté, comme le dit monsieur. Oui, Madame Tupuna, comment éviter les t'es pas ma mère, t'es pas mon père, t'as rien à me dire, combien de temps à lui donner? Je crois qu'il n'y a pas de délai requis pour cela, parce que chaque enfant a son automatisme de fonctionnement et tout. Donc il faudrait prendre les trucs par les pincettes et vraiment être patient. Il ne faut pas te dire que dans 6 mois ou dans un mois, dans un an plutôt, je vais pouvoir coloniser, comme dit monsieur, l'enfant. Chaque enfant, en fait, quand l'enfant a déjà quitté son parent biologique, il a déjà quitté un climat bien donné. Il a déjà quitté une éducation, une atmosphère qui est différente de la vôtre. Maintenant, pour pouvoir l'adapter à notre nouveau style de vie, il faudra corriger les choses petit à petit. Parce que, par exemple, la manière pour une mère de corriger son enfant ne peut pas être la même que celle de la belle-mère, par exemple. Bon, parfois, on peut bien corriger son enfant, lui-même donner les fessées, mais quand ce sera la belle-mère qui le fera, ça va paraître comme de la maltraitance. Là, tout de suite, voilà, on va tout de suite les préjugés. Mais oui, quand même, allez-y. Voilà, alors que c'est normal qu'on puisse le corriger, que ce soit sa belle-mère, que ce soit sa mère. Donc, il faudra aller franchement très, très lentement parce qu'il y a des enfants qui sont déjà de nature très rebelles, et des enfants qui sont de nature très têtus. Et si déjà l'enfant comprend que son père a quitté sa mère ou bien sa mère a quitté son père pour se mettre avec quelqu'un d'autre, il peut sciemment, délibérément essayer de mettre les bâtons dans le roue parce qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il aimerait voir ses 2 parents réunis. Donc, il sera, comment on appelle, sciemment, il va faire foutre le bordel partout pour pouvoir, voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de délai requis, il faut aller simplement avec beaucoup de patience. Parce que quand on choisit d'être avec quelqu'un, c'est aussi un sacrifice. Ça fait partie d'un grand sacrifice. Là, un petit détail à ce niveau. C'est-à-dire qu'il y a aussi le facteur du sexe de l'enfant et de son âge qui est très déterminant. Je m'explique. Si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec une femme qui a une fille de 15 ans, par exemple, c'est-à-dire que la maman peut avoir peur que l'homme commence par jeter son dévolu sur sa fille. Dans quel sens? Dans le sens de l'attirance. Nous sommes dans une société où c'est des situations qui arrivent très fréquemment. Et c'est des situations qui arrivent très fréquemment. Donc là, c'est-à-dire l'homme doit savoir le type de relation qu'il peut avoir avec elle. Donc, au fait, c'est très délicat. C'est pourquoi dans certaines sociétés, on dit qu'un homme qui arrive à épouser une femme qui vient d'un autre ménage avec enfant, c'est souvent un grand homme. Parce qu'une femme qui part d'un ménage, c'est qu'elle veut être libre. C'est l'information principale qu'elle véhicule. Je veux être libre. Et pas forcément. Pas forcément. Je ne veux pas forcément être libre. La liberté est conceptuelle. La liberté n'est pas seulement dans le mouvement. C'est un état d'esprit. La liberté dont je parle, ce n'est pas seulement qu'elle veut être volatile. Vous savez, en fait, c'est le sens qu'on a tout de suite quand vous parlez de liberté. Oui. Non, il y a un sens le caché. sens qu'on perçoit là tout de suite pour le bon nombre de personnes, c'est que bon, elle veut être volage. Non, c'est pas ça. La liberté, c'est la paix.
Donc la nous. paix du cœur. Oui, Voilà, La paix parce du cœur. que- Quand vous dites paix, là c'est tout de suite Bon, généralisé. voilà, elle veut la paix pour être plus simple. Mais la paix, c'est la liberté. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas être en paix. Les deux vont de pair. D'accord. Donc l'information qu'elle véhicule, c'est qu'elle veut être libre. Un homme qui a un enfant d'un autre ménage, en tout cas il s'est mis avec une femme, il faut connaître le contexte. Si c'est sur les bancs, c'est autre chose. Mais s'ils ont fait l'enfant, vécu ensemble un moment, ça veut dire qu'ils n'avaient pas les aptitudes requises pour gérer une femme. C'est pour ça que la femme est partie. Parce qu'une femme qui se met avec vous sur un certain temps, c'est qu'elle veut être avec vous. Après, il y a les pressions sociétales. Parce que lorsque un homme a un enfant, la belle famille de sa nouvelle femme va dire, ah, attention, toi tu vas là-bas, il ne faut pas qu'il investisse tout sur cet enfant-là. Et après maintenant, peut-être, oh cet enfant, lui, ne va reconnaître que sa mère, il ne va pas te reconnaître toi. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent dans un ménage avec un enfant qui vient du dehors. C'est pour ça que je dis, c'est la responsabilité de l'homme, puisque c'est l'homme qui décide de se mettre avec une femme. Même si la femme choisit, c'est l'homme qui prend la décision finale. Donc c'est à l'homme qui est en train de décider de franchir ce cap, c'est à lui d'analyser toutes les situations possibles et de rassurer la maman. Que ce soit elle qui vienne avec un enfant ou que ce soit elle qui va éduquer désormais son enfant, c'est à l'homme de rassurer cette femme. Parce que généralement, même les relations que vous entretenez avec l'enfant dépendent des relations que vous avez bâties avec la maman. Parce que les enfants sont attachés naturellement à leur mère. Donc, si il y a pas de barrière avec la maman, ça va couler. Et l'autre chose, elle avait souligné tout à l'heure, c'est que dans une rupture, il y a toujours des frustrations quelque part. Toujours. Même au bout de 30 ans, 40 ans. Oui, ça demeure. Hein. Il y a des Surtout frustrations. que quand vous vous investissez dans cette relation, et puis bon, peut-être c'est l'une naturelle, la rupture, ou en tout cas, quel que soit le motif. Il y a des frustrations qui demeurent. Et une chose que une mère ne supporte pas, c'est qu'elle soit vivante et que son enfant développe une complicité avec une autre femme. Une autre femme qui désormais profite de entre griffes ce qui devait être son bonheur à elle. C'est humain. Hein? C'est humain. C'est humain. Mais à partir de ce moment, cet enfant devient aussi un outil de vengeance de la maman qui est dehors. De manipulation. De manipulation aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des responsabilités dans la vie. Quand on veut les prendre, il faut véritablement s'asseoir et réfléchir profondément pour comprendre déjà l'environnement dans lequel, parce qu'il ne faut pas sacrifier des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui vous aiment véritablement, mais après, l'environnement les pousse à bout. C'est à vous qui êtes en train de la mener vers vous, d'analyser véritablement tous les contours, de la rassurer. Et là, je pense que la barrière avec l'enfant, ça va venir tout naturellement. On ne force pas l'amour. Il y a des choses, on ne force pas. Mais lorsque vous êtes sincère vous-même et que le mari vous épaule convenablement, il n'y a pas de difficulté. Je veux un peu renchérir sur la question de la pression sociétaire. Je crois qu'il y a encore des pesanteurs qui nous asphyxient encore un peu. Aujourd'hui, un homme est plus accepté avec des enfants dans un nouveau foyer que le contraire. Vous voyez que le contraire, parce que voilà. Déjà oui, parce que généralement les hommes, accepter l'enfant d'une femme, c'est vrai qu'il aime la femme, mais accepter l'enfant, c'est pas qu'il refuse, mais il y a souvent un froid. Peut-être que parce qu'il est un homme et que la femme est tout de suite sentimentale, elle est là, elle aime l'enfant aussi, c'est qu'elle est. Mais en fait, c'est un peu pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on se dit, une femme qui vient avec des enfants dans un nouveau foyer d'abord, il y a la société, il y a la belle famille, il y a tout ça qui se réunissent et qui crée vraiment, des embouteillages peut-être. Un cocktail de sentiments. De sentiments. Vous en entendez. Comme M. Diamantin l'a dit, il ne faudrait pas que cet homme investisse tout sur son enfant et que toi, femme, que tu sois là, ou bien la même chose que quand c'est la femme qui a des enfants. Excusez-moi, il y a aussi un aspect, tant que vous n'aurez pas
tant que vous n'allez pas régler les problèmes que vous avez dans votre précédente relation, même si vous vous séparez, ce qui est sûr, le parent va toujours se mettre dans la relation actuelle. Il va toujours créer d'embouteillages, comme le disait Madame Sandra, voilà. Le parent, en fait, je connais par exemple une dame, elle était avec son mari. Par la suite, ils se sont séparés, ils ont eu un enfant. L'enfant, ils se sont séparés quand l'enfant avait 7 ans, 8 ans. Mais aujourd'hui, la dame se retrouve dans une relation. Le monsieur, il fait tout. L'enfant va en congé chez lui. Il fait tout. Quand l'enfant revient, c'est en fait une autre mentalité. Il dit à l'enfant, fais tout pour que ta maman se sépare du monsieur, pour que je revienne, si et si. Je pense que quand vous n'allez pas vous asseoir et régler vraiment votre précédente relation, mettre en fait le monsieur sur les bases que vous construisez actuellement, ça ne va forcément pas aller. Vous aurez beau discuter, changer avec votre enfant, mettre l'enfant en confiance avec le monsieur actuel, ça va forcément pas aboutir. Il va retourner, voilà. Donc, il faut franchement s'assurer que la relation, enfin, elle soit vraiment bouclée. Elle est finie, qu'il n'y a plus moyen de... Mais on dit enfant, vieux demain, fille demain, il y a toujours espoir. Je ne dis rien de... Est-ce qu'on peut vraiment régler ces genres de problèmes? Parce que parfois, on passe à autre chose, mais il y a des petites frustrations naturelles qui restent, des petites jalousies qu'on ne peut pas gommer. Surtout si les hommes, quand on voit fait son ex au truc, refaire sa vie et qu'elle est heureuse, ça titille, je ne sais pas. Ils ne sont pas tranquilles. Alors que dans la plupart des cas, lui, s'il refait sa vie, hein, mais le fait de voir sa femme et son enfant être élevés, par exemple, par quelqu'un d'autre, ça dérange un peu. Et ils sont toujours là derrière. Donc, est-ce qu'on peut vraiment régler tous ces problèmes-là indéfiniment? Je ne pense pas. Oui, vous voulez parler, M. Janota. Ce que je voulais dire, c'était sur le fait que la société ne conçoit pas qu'une femme vienne en ménage avec enfant. Mais moi, je pense que c'est une aberration qu'il faut gommer. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je pense que la meilleure sécurité, si je dois m'engager, c'est d'être avec une femme qui, comme moi, a déjà un enfant. Comme ça, si elle vient dans mon ménage avec son enfant et qu'il y a mon enfant, je sais que c'est match nul. Ouais. Elle est bien bonne celle-là. Ouais, parce que... Si elle n'a pas d'enfant, donc vous éliminez d'office toutes celles qui n'ont pas d'enfant. Non, je ne suis pas Dieu. Je ne limite pas de facto. Mais vous savez, quand vous vous connaissez, quand vous amenez la discussion à un niveau, puisque si vous ne vous connaissez pas suffisamment, vous ne pouvez pas vous mettre en couple. Donc, et l'autre chose que moi je déplore aujourd'hui, c'est la façon dont les gens se mettent en couple. Moi, quand je drague une femme, je connais son père, son grand-père, son arrière-grand-père dans les détails. Et si il y a des femmes qui disent, par exemple, si son est décédé. Une femme m'a dit, c'est quoi, tu veux faire mon acte de naissance? Et je me situe, elle est partie. Mais ça me permet de connaître l'environnement. Parce qu'une femme, par exemple, qui ne vous parle pas trop de sa famille, ça veut dire qu'il y a un couac. Elle peut ne pas vouloir parler de sa famille parce que vous voulez avec quelqu'un ne pas vouloir parler de votre famille. Ça, mais si ma famille elle est compliquée, si ma famille elle est compliquée, on ne s'entend pas. C'est pas forcément une mauvaise intention, mais c'est que bon, on se débarrasse. C'est vrai qu'on a dit famille, c'est famille. Comme on dit, je ne suis pas en train d'encenser cela, mais il y a des gens qui se retirent simplement de leur famille parce qu'il y a un mal-être, un malaise, et que bon, pour avoir la paix, il se retire simplement. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec le contexte, mais pour illustrer ce... Rapidement, parce qu'on a d'autres actions, il ne faudrait pas qu'on s'éloigne un peu. J'ai un ami qui fait mobile money. Un jour, un client est venu pour faire un dépôt de 1 million. Il n'avait pas. Donc, il a voulu mentir au monsieur. Je lui ai dit non. Dis-lui que tu n'as pas. Maintenant, il n'a qu'à te donner les 1 million. Et toi, tu iras faire ici. Voilà, et tu lui fais le transfert. Et tu lui fais le transfert. Il a dit, le monsieur ne va pas accepter. J'ai dit, dis-lui. Quand il lui a dit, le monsieur a accepté, s'est assis et il est allé faire son opération. C'est pour dire quoi? Si vous aimez une personne, il ne peut pas avoir de famille compliquée. Parce que vous devez vous exposer. Puisque si, chemin faisant, le monsieur découvre ou la femme découvre que vous lui avez caché des choses, c'est là que les frustrations commencent. D'accord. Revenons à notre préoccupation. Voilà. Oui, le sujet en débat. Donc, je disais que pour moi, il faut aller vers les femmes qui ont déjà connu l'expérience d'un ménage avec enfant. Parce que on dit que c'est une expression forte pour dire une femme comme ça, on les appelle les blessés de guerre. Quand elle retrouve un homme qui lui donne sa place, elle est
calme quoi, parce qu'elle a déjà vécu, elle a déjà compris qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Donc quand elle vient là et elle trouve un peu, elle reste tranquille. Reste tranquille. Alors, replaçons le débat dans son contexte. La prochaine question va s'adresser à vous, Modeste. Est-on censé ou est-on autorisé d'éduquer cet enfant-là, issu d'une relation antérieure de notre conjoint ou de notre conjointe? Je pense que c'est une obligation d'éduquer cet enfant. Quand vous n'éduquez pas l'enfant et que l'enfant continue avec l'éducation qu'il avait reçue des deux parents auparavant, ça ne va peut-être pas avec vous, ce que vous concevez de la vie ou de l'éducation que vous avez reçue. On se dit, je vais donner l'éducation que j'ai reçue à l'enfant de celle avec qui je suis actuellement, mais c'est pas en fait vous levez et que vous décidez de lui inculquer cette éducation. Vous échangez avec votre conjoint, vous dites, mais c'est les bases, c'est vrai, vous lui avez appris ci et ça. Mais maintenant, il faut qu'on essaie maintenant d'étaler de nouvelles bases, voilà, pour que l'enfant puisse ne pas dérailler, ou parce qu'on se dit, peut-être l'éducation que cet enfant a reçue ne me convient forcément pas, et que le mieux, c'est de lui apprendre à être comme moi je veux, chose qu'on n'arrive forcément pas à faire, parce que l'enfant n'est peut-être pas dans la même longueur d'onde que vous. Sur la même longueur d'onde. Sur la même longueur d'onde que vous, et que l'enfant... déjà, il y a l'éducation antérieure, l'éducation présente que vous voulez remettre et inculquer à l'enfant, qui pose un peu problème, qui ne va pas dans le même sens. Alors, est-on autorisé à éduquer cet enfant-là? Oui, bien sûr. Je crois que je veux aussi dire que c'est une obligation. Parce que quand déjà on accepte l'enfant de son conjoint, on le prend comme son enfant. C'est déjà ton enfant, en fait. Donc, tu as le devoir de l'éduquer parce que après ça va réjaillir sur ton image. Un enfant qui n'est pas bien éduqué, d'abord, un enfant ne s'éduque pas tout seul. Soit c'est ses parents, soit c'est l'environnement qui l'éduque. Donc, un enfant qui est sous votre aile et qui est mal éduqué, ça réjaillit forcément sur vous, ça déteint sur vous. Donc, je crois que c'est un devoir de morale d'éduquer l'enfant. L'éduquer, d'accord, mais comment, Monsieur Diamantin? Comment? Puisque l'éducation est culturelle, mais aussi culturelle. Oui. Et nous sommes dans une société hautement culturelle. Donc, l'éduquer, oui, sur le droit à la scolarisation et le droit de lui attribuer des valeurs éthiques et morales, oui. Maintenant, il faut aussi s'informer, savoir si, par exemple, cet enfant vient d'une famille où ils ont peut-être des entités qu'ils adorent, bien sûr. Et s'il faut aller faire... Parce que, par exemple, quand vous dites qu'on éduque un enfant qui est réfractaire, peut-être qu'il a une entité qui l'incarne dont vous n'en savez absolument rien. Et donc... cette entité a besoin qu'on la normalise dans certaines conditions pour répondre convenablement. Donc l'enfant qui se retrouve hors de ce contexte, il va faire des choses étranges. Et bon, parfois je vois des choses dévoliées, mais assédiées. Mais c'est juste que cet enfant a besoin d'être repositionné. Donc l'éduquer, oui, sur la scolarisation et tout ce qui va avec. Mais le comment, ça va dépendre des informations que vous partagez entre conjoints et de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut connaître véritablement, quand vous avez un conjoint qui a un enfant ou une conjointe qui a un enfant, vous devez connaître l'histoire précédente de ce mariage qui a donné cet enfant-là. Même si vous n'avez pas l'absoluté de la vérité, vous devez quand même connaître des détails. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. À ce qui paraît. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas suffisamment renseigné sur ça, ça va créer des problèmes par la suite. Parce que vous avez déjà opéré des mauvais choix ou vous n'avez pas des informations à la base que vous deviez censé avoir et qui aujourd'hui vont vous confronter à des états qui vont faire qu'on va juger ce moment et ne pas voir la base. Mais si le parent ne veut pas tout vous dire, vous qui cherchez à avoir cette information-là, vous faites de la rétention d'informations? Moi, dans mon cas, je vais consulter le FAD. Parce que je sais que l'homme ne dit toujours pas toute la vérité. C'est-à-dire, il y a très peu de personnes qui vous disent véritablement la vérité. Pas parce qu'elles sont malhonnêtes, mais parfois parce qu'elles ont peur. Or, en amour, il ne doit pas avoir de peur. Non, mais quand vous dites consulter le FAD, c'est pas tout le monde aussi qui pratique cela. Non, donc, dans un cas d'espèce où la personne ne pratique pas ces trucs-là, on fait comment?
pour savoir. Est-ce que vous êtes aussi sûr à 100% que les informations arrivées de chez le FA sont fiables? Bon, c'est une science, hein, le FA. Sûr à 100%. Le FA est une science. On ne se trompe pas. Sûr à 100%. Et par exemple, alors, vous dites, mais du coup, c'est pas beaucoup. Bon. Le Bénin, Sûr à 100%. Vous savez, on n'a pas inventé notre monde. On vient des ancêtres qui ont su gérer ces choses-là. Et vous savez, aujourd'hui, comme je le dis, si les divorces sont légers... Avant, on s'arrangeait pour qu'il n'y ait pas trop d'enfants au mariage. Pourquoi on dote la femme? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, la façon dont justement, si certaines choses se passent mal aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est éloigné de nos identités. D'accord, oui. Prochaine question. Angèle, je tiens à rajouter, éduquer aussi l'enfant. Je pense que ça fait aussi appel à l'acceptation. Si l'enfant est à 3 ans, 4 ans, c'est facile d'éduquer cet enfant. Oui. Mais quand l'enfant a 8 ans, 10 ans, il faut que l'enfant accepte lui-même être éduqué. Si l'enfant n'accepte pas, vous aurez tout fait. Il faudra que sa mère ou son père de là-bas le laisse aussi en paix pour que l'éducation qu'il aura ici puisse fonctionner. Alors, également que vous acceptez vraiment que ça soit votre enfant. Oui, justement, ça c'était la question, l'éduquer, d'accord, comment on l'a précisé, mais le mettre au même niveau que ses propres enfants à soi, est-ce que c'est pas un risque, monsieur Diamantan? Oui, je vais dire oui et non. Oui, je vais m'expliquer. Oui, je vois là où vous voulez en venir, mais allez-y. Je vais m'expliquer. Vous savez, je suis foncièrement contre les adoptions d'enfants. C'est moi, c'est ma posture. Oui, ça c'est vous, oui. Donc, vous savez, un enfant que vous avez de votre conjoint, c'est un peu un enfant que vous adoptez. Oui, c'est de l'adoption qui ne dit pas son nom. Et donc, vous savez, il y a des individus qui détestent naturellement d'autres. Naturellement, c'est-à-dire, vous pouvez tout faire, cet enfant-là va vous détester. C'est-à-dire, l'acceptation, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles toutes faites. C'est des énergies, en fait, que vous partagez. Et ça dépend aussi des canaux de recevabilité de ces énergies-là. Donc, un risque, oui, dans le sens où, par rapport à vos propres enfants, déjà, vous pouvez vous mettre en déphasage parce qu'ils vont se dire, elle donne plus d'attention à celui qui n'est pas notre frère qu'à nous, ses propres enfants. Donc ça va créer une jalousie au sein du côté de vos propres enfants. Du côté de vos propres enfants, si vous ne savez pas vous y prendre. Si c'est un garçon, bon, si c'est encore un enfant, ça se comprend. Mais si c'est un garçon qui a un certain âge et vous lui donnez aussi trop d'attention en tant que femme, il va développer l'autre complexe. Il y aura même déjà des ragots aussi qui vont déjà circuler entre familles. Donc c'est délicat en fait. C'est très délicat en fait. C'est très délicat. Mais moi, je mets un accent particulier sur l'homme. C'est-à-dire, dans le couple, la responsabilité de l'homme est très engagée, surtout dans son aptitude à recueillir les bonnes informations et à savoir les traiter convenablement. S'il fait ça, si vous êtes un homme par exemple, que vous avez une femme qui a déjà un enfant hors mariage, moi j'irai jusqu'à essayer de rencontrer cet homme et discuter avec lui, si tant est que son enfant doit vivre avec moi. Ah bon? Bien sûr. Mais pourquoi? Personne n'accepte forcément pas que l'enfant vive avec vous. Si le monsieur débarque chez vous un jour et dit que vous avez kidnappé son enfant, qu'est-ce que vous allez dire? Non, bon, est-ce que je peux dire non même? mais admettons que c'est un juriste par exemple, et qui connaît bien la loi, et qui vous regardait, et qui vous observait jusqu'à ce que vous êtes... Mais l'enfant a une mère. L'enfant porte un nom, non? Il a bien une fiche d'identité, non? Le nom de son père, là. Vous comprenez ce que je dis? Bien sûr. Mais bon, admettons, touchons du bois. Vous avez pris l'enfant est tombé malade et est décédé. Et vous n'avez jamais vu son père. Maintenant, comment vous allez faire? D'accord. Donc, vous cherchez à connaître l'autre parent. D'accord. Bien sûr. Ok. Et aller en profondeur, voir même tout ce qui s'est passé. Peut-être là, vous allez découvrir des facettes de votre femme que vous ne connaissiez pas. Ça a son intérêt. Attention, ne pas trop. Nous aussi, parce que quand on cherche, on trouve.
Ça a son intérêt, c'est noté. Attention, on n'est pas trop vieux. Quand on cherche, on Oui, trouve. Vous allez trouver des trucs qui vont vous évidemment, décourager. il y a tombé des choses. Moi j'aime fouiller parce que j'aime être sur mes gardes, quoi. Parce que quand vous avez l'information, vous pouvez vous protéger. Mais quand vous n'avez pas l'information, vous êtes en danger. Il faut fouiller un peu, ne serait-ce que au deuxième, troisième niveau, là au moins vous êtes stable. Moi, je crois qu'il faut éviter d'avoir, comment on appelle cet esprit de perfection, de chercher la perfection. Si déjà on s'engage avec une femme ou avec un homme, ça veut dire qu'on a déjà eu le temps de cerner cette personne-là et qu'on est sûr de cheminer avec elle. Maintenant, aller jusqu'à la source avec son ex-partenaire pour chercher les informations, vous allez forcément trouver quelque chose de truc. La personne peut en profiter pour vous glisser quelque chose. En fait, je ne dis pas d'aller faire du commérage. Non, vous n'allez pas le faire. Vous allez de bonne foi. Vous allez de bonne foi pour trouver des informations parce que l'enfant de l'autre est avec vous. Mais l'autre, est-ce que vous pensez qu'il est de bonne foi, qu'il sera de bonne foi avec vous? Est-ce que vous êtes sûr qu'il vous dira toute la vérité? Est-ce que vous n'êtes pas sûr qu'il vous mettra des doutes dans votre tête pour pouvoir mélanger votre couple? Non, je c'est pas aussi une très bonne idée. Je ne vais pas non plus prendre tout ce qu'il me dit. Vous savez, il y a des gens qui sont très convaincants. Non, c'est pas seulement le fait. Quand vous discutez avec deux personnes, que vous êtes une personne sensée, celle qui ment, vous pouvez savoir. Quand vous discutez véritablement en profondeur avec deux personnes, il y a des axes qui ne trompent pas. Donc, c'est pas parce que je vais discuter avec lui qui va me dire des choses tout de suite que je vais venir me braquer. Je vais voir déjà parce que moi, quand on me raconte une histoire, par exemple, une personne me raconte une histoire, je vois la façon dont la personne met l'accent sur ses responsabilités. Quand quelqu'un me raconte une histoire et j'ai tout le tort sur l'autre, je me dis déjà que c'est une personne qui ne se remet pas en cause. Une personne égocentrique. C'est une personne égocentrique. Donc, si déjà, dans les propos recueillis, j'ai vu que celle avec qui j'ai décidé d'être m'a dit « Ah, voilà, moi-même j'ai failli à tel niveau. » Je sais déjà que c'est une personne qui a déjà analysé la relation et qui m'a déjà dit ses failles. Maintenant, si je arrive et que le mari ne me parle que de ses failles que je connais déjà, il n'y a plus de soucis. C'est pourquoi je dis qu'il faut ouvrir son cœur lorsqu'on dit qu'on aime une personne et qu'on veut véritablement s'engager avec elle sur le long terme. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la protection. Parce que demain, lorsque cette personne va apprendre des choses au dehors, qu'elle sait déjà, ça ne va plus. Puisque si on veut manipuler votre foyer, même s'il n'y a pas un enfant extérieur, ce n'est que des commérages qu'on peut raconter. Maintenant, si dans ces commérages, il y a une seule vérité que votre conjointe ne savait pas, ça peut ébranler votre foyer. D'accord. Donc, pour vous, il est important de chercher l'information et surtout de se protéger. Parce que c'est l'objectif derrière, se protéger. Allez, nous allons écouter cette fois-ci ce que nos citoyens rencontrés ont dit sur cette thématique et comment donc, selon eux, il faut cohabiter avec l'enfant de son partenaire. On va les écouter et revenir cette fois-ci avec M. André Alirono, qui est psychologue. Il est déjà arrivé. À tout de suite. C'est avec sagesse parce que sagesse et beaucoup d'amour. Est-ce que vous voyez? Ouais, sinon que l'enfant d'autrui qui est à votre charge, vous devez le garder en sorte que sa maman qui est avec vous puisse rester longtemps avec vous. Si vous êtes intransigeant, rigoureux, violent, agressif, méchant, si vous me permettez le terme envers cet enfant, la femme ne va pas accepter. Parce que l'enfant est très cher pour la femme. La femme doit du tout accepter. Et dans certains couloirs, les gens d'autres femmes disent, si tu m'aimes, tu dois aimer aussi mon chien. Est-ce que vous voyez? Donc il faut faire doucement par rapport à la garde des enfants d'autrui. Si vous vraiment aimez, vous devez faire en sorte que l'enfant aussi puisse vivre normalement dans votre foyer. Et de l'autre côté, c'est un risque que vous prenez aussi parce que c'est un risque. Quand quelque chose va se passer, quand bien même vous gardez bien l'enfant, vous serez interpellé devant les tribunaux. Ouais, parce que le papa, qu'il soit salaud ou pas, qu'il soit un clochard ou pas, il peut se révolter contre vous pour dire ah, c'est vous qui avez tué mon enfant et vous allez présenter devant les tribunaux. Vous pouvez répondre. Donc il y a toutes ces choses, il faut faire la part des choses, tout ça. C'est pour ça que toujours dit que les femmes même n'ont qu'à comprendre. Les foyers sont différents. Quand l'enfant a l'âge d'aller à l'école déjà, on peut le confier déjà à son papa. Est-ce que tu vois? On peut le confier déjà à son papa. Le mettre en relation permanente avec son papa
pour que l'enfant sache quand même qu'il a un papa prioritaire, un papa géniteur, à qui il a droit sur lui, et il dépense les dépenses relatives à son écolage, tout ça, les 5 besoins fondamentaux, il doit prendre et pas de ça, vous savez, non? Donc déjà à partir de 5 ans, déjà, la maman doit libérer l'enfant vers son papa. Parce que quand elle est là, quand la dame est là, et qu'elle te fait aussi d'enfant, ça devient un autre problème. Elle ne peut pas supporter et ton enfant et l'autre enfant. Donc elle est obligée de libérer un et laisser un. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc dans les deux cas, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. On ne peut pas être en train de faire du bien et aller au tribunal en prison. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bon, dans ce cas, je crois que cet enfant, on doit le prendre comme son propre enfant. Quoi qu'en soit ses caprices, il faut essayer de le maîtriser, de le prendre comme son enfant, comme si c'était ton enfant, donner l'éducation nécessaire qu'il faut à cet enfant pour qu'il puisse te prendre comme son père ou sa mère. Donc, cohabiter avec l'enfant de sa conjointe, toi l'homme d'abord, il faut avoir la maîtrise de soi-même. Si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, cette fille-là peut vous diviser. Parce que moi, j'ai un oncle qui m'a dit une fois, même sa propre fille, qui a déjà l'âge, qui connaît déjà garçon, comme on le dit là, il ne faut même pas s'amuser à dire, vous allez vous coucher ensemble. Parce que la nuit peut tromper. Il vaut mieux avoir une rigueur, soit cet enfant, il faut être d'abord carrément à l'aise. Ça, vous êtes chez vous-même, vous avez construit une maison, vous avez peut-être 2 chambres à coucher, un salon, et que cet enfant partage la même chose avec sa maman. Mais si vous êtes dans une chambre à coucher, un salon, il faut avoir vraiment la maîtrise de soi-même. Sinon, le pire risque de se passer. Il faut se maîtriser et mettre une barrière. Ne pas laisser l'enfant affranchir cette barrière. Si vous avez la maîtrise de vous-même, mais ça peut aller. C'est comme cette fille est comme votre enfant. Donc vous traitez la fille comme votre propre enfant. En étant, sérieux, rigoureux avec la fille. Et avoir une limite de causerie, quoi. Voilà, donc la nuit peut entre-temps tromper. Et soyez vigilants. Celui a pu nous arracher un sourire. André Alironou, bonjour. Psychologue, clinicien, bonne arrivée. Merci de nous rejoindre sur cette thématique. Bon, on a abordé déjà plusieurs aspects de la chose. Puisque vous êtes là, je vais vous poser la même question déjà pour lancer le débat avec vous aussi. C'est une question, j'ai envie de dire brûlante, C'est une question brûlante et d'actualité. D'autant plus que cette cohabitation s'inscrit dans un cadre précis de famille. Oui. Ici, si je ne m'abuse, on est dans un cadre de famille recomposée. Oui. C'est-à-dire les suites d'une séparation, d'un divorce, d'un décès, un couple, un membre d'un couple s'est retrouvé dans une nouvelle relation avec une autre personne. Oui. Peut-être ayant aussi eu auparavant une mésaventure, je vais dire, de vie maritale. Oui. Alors, dans ce cas, il y a plusieurs figures qui se présentent. D'accord. Soit l'un des deux adultes qui sont en train de se remettre en couple, Oui. L'un a un enfant, soit les deux ont un enfant issu de la première relation. D'accord. Et dans ce cas, on parle de familles recomposées de plusieurs types. Peut-être eux aussi vont arriver à avoir encore un enfant. Là, les choses se compliquent. Mais ici, c'est comment cohabiter avec l'enfant de ma conjointe ou de mon conjoint. Oui. Autrement dit, comment cohabiter avec mon beau-fils. Oui. C'est une question difficile, mais tout de suite, je dirais, ça appelle beaucoup de patience, ça appelle beaucoup de maîtrise et ça demande beaucoup de diplomatie. C'est-à-dire, vous êtes dans une position, dans cette relation, tant que vous êtes dans une famille recomposée, vous allez jouer un rôle social que la société ne vous reconnaît pas. Oui. Vous n'allez jamais être le père. La loi ne vous reconnaît nulle part. Je mets au défi qui que ce soit qui me demande que le beau-père, non, c'est très compliqué. À moins qu'il y ait un acte de tutorat officiel. Et là encore, c'est difficile. Parce que vous n'êtes pas lié ni par le sang, ni par les liens d'adoption, ou encore par, je ne sais pas, les liens, je vais dire, légaux. Donc, vous êtes dans une situation ambiguë.
disons les mots tels qu'elles sont, mais vous jouez un rôle capital dans le développement de cet l'enfant. enfant-là. C'est là que votre responsabilité est appelée. En tant qu'adulte, vous représentez une figure parentale pour l'enfant. Donc vous devez jouer ce rôle pleinement. Et pour jouer ce rôle, il vous faut, comme on l'a dit, beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise de soi, mais beaucoup de dialogue. Dialogue dans le sens où l'enfant doit être associé. Le ou la conjointe doit être associé. Et il faut savoir sa place. Quelle est ma place? Quelle est ma place? Vous n'allez jamais occuper la place de papa ou de maman. Oui. Mais vous devez être, j'ai envie de dire, vous n'allez pas être son ami, mais cet adulte qui facilite son évolution. C'est un rôle compliqué parce que quand, malheureusement pour vous, l'un des parents biologiques est encore vivant, l'enfant, obligatoirement, va défendre la partie du parent qui vit encore seul. Je ne sais pas si je m'explique bien. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes en couple, vous, la dame, vous êtes parti vous marier, refaire votre vie, et vous vivez peut-être avec votre enfant, ou vous avez encore la garde alternée. Vous venez le chercher, il vient chez vous de temps en temps. Tant que son papa ne s'est pas encore remarié, son papa aura raison sur tout. Donc quand il viendra dans votre foyer, votre conjoint va être la bête à abattre parce que les enfants ont toujours espoir que quelle que soit la situation, je mets les cas de décès à part, séparation, quelle que soit la situation dans les séparations, les divorces, les enfants ont toujours espoir que leurs parents vont se remettre ensemble. Oui. Donc, eux, ils vont aller en guerre contre tout intrus qui viendra empêcher, selon leur vision, cette réunion. Donc, quand ils voient le conjoint ou la conjointe, c'est celui qui vient empêcher son père ou sa mère de revenir dans la famille. Mais est-ce que ça ne dépend pas de l'âge de l'enfant, là? Non. Quel que soit l'âge. Les manifestations sont différentes selon les âges. Mais à tout âge, parce que les caprices vont être différents si l'enfant a 5 ans. D'ailleurs, les jeunes, les plus jeunes, ils vous acceptent plus facilement que les grands. Que les adolescents. Les adolescents, tout de suite, eux, ils rentrent en guerre. En conflit avec vous. Maintenant, pour répondre à la question directement, c'est de donner le temps à l'enfant de vous accepter dans son monde, d'accepter vos enfants ou d'accepter votre manière d'être. Vous vous fixez les limites dans vos relations et préétablies à distance. La plus grande erreur que les gens font, c'est que papa, maman se voient en cachette, les deux adultes, pardon, se voient en cachette pendant un moment, et puis on décide, allez, on embarque chez lui, ou on embarque chez elle. Ça, c'est dangereux et c'est très grave. Vous ne déménagez que, entre guillemets, ce que je dis, que quand l'enfant vous donne le cutis. C'est l'enfant ou les enfants dans le couple qui vont vous dire, on est prêt à être ensemble, à vivre sous le même toit. Mais en attendant, vous devez savoir votre limite. Parce que vous le vouliez ou non, j'ai dit un rôle social, une responsabilité sociale, vous aviez à jouer le rôle de responsable vis-à-vis de l'éducation de l'enfant, de sa protection, de son bien-être. Et n'attendez pas forcément une récompense en retour, parce que... Non, le beau-parent n'a pas de haute récompense que la récompense sociale. Parce que pour lui, c'est que l'environnement, la société, la communauté reconnaissent qu'il joue un rôle d'adulte dans la vie de cet enfant. Sinon, personne ne lui donne, autant légalement que, je vais dire, physiquement ou biologiquement, cette place-là. Donc, c'est une place, c'est un rôle difficile, mais qui existe. Qui existe de par la relation elle-même, la relation entre lui, sa conjointe, ou la conjointe et son conjoint, la relation entre l'enfant et les beaux-parents. Je vais dire son parent et son beau-parent. Donc, est-ce qu'on est obligé d'aimer cet enfant-là? Est-ce que cet enfant aussi est obligé de nous aimer? Oui, c'est inévitable, c'est même pas discuté, parce que toute votre relation, la stabilité de votre nouveau couple, de votre nouvelle famille, dépend de ça, de cet amour. Et mieux encore, l'amour, quand c'est un homme qui est venu rentrer dans la famille et que l'homme ne soit pas venu avec
un enfant, qu'un enfant est issu d'un précédent couple, les choses sont encore meilleures. D'accord. Mais quand c'est une mère qui vient dans une nouvelle relation avec déjà un enfant issu d'une précédente relation et qui vient tomber sur l'enfant de son conjoint, là ça devient encore plus difficile quand surtout l'enfant, la mère, la première mère est encore vivante. Quand elle n'est pas vivante, c'est gérable. La mère, la nouvelle mère, la belle-mère, elle a beaucoup de facilité d'action. Elle joue totalement tout le rôle et ça lui est reconnu plus facilement. Mais c'est pour les hommes, souvent c'est difficile, même quand le père biologique décide à prendre sa place. Alors qu'il se doit d'être le garant de la protection, de l'éducation, de la scolarisation, de la santé, de tout de cet enfant. Parce que, je l'ai entendu tout à l'heure dans les éléments, que quelqu'un disait, si son père vivant et que vous voulez faire construire ou faire développer bien votre relation, il faut que l'enfant y vive avec son père. Si son père aussi est entre-temps marié. Oui, bonne question. Finalement, vous laissez l'enfant au milieu, puisque comme la mère dans une nouvelle relation ne peut pas garder, le père dans une nouvelle relation ne peut pas garder, donc on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'enfant qui décide dans quelle famille mieux pour moi, et pour ça on dit il faut laisser le temps à l'enfant de construire, pour ne pas dire d'analyser, d'analyser suffisamment pour dire je vais faire. Et sur ça, c'est un dialogue qui ne finit pas. Et le nouveau conjoint ou les nouveaux parents, le beau-parent doit pouvoir s'investir dans ce dialogue. D'accord. Pour avoir vraiment le quitus de l'enfant. Pas quitus en tant qu'il n'a qu'à se soumettre, non. Mais il rentre dans une relation singulière avec l'enfant. En toute vérité, pour que l'enfant lui dise en toute liberté ses réserves, mais qu'il sache qu'il ne va pas prendre la place du parent biologique. Dès qu'il se positionne comme ça, c'est l'enfant qui va lui donner sa place et mettre le quitus sur le rôle qu'il a joué et qu'il joue auprès de lui. Ok, d'accord. Alors, la question là tout de suite, c'est que les rivalités, on ne pourra jamais les éviter, Madame Topola. Surtout quand on parle des filles, les filles sont beaucoup plus proches de leur papa que les garçons. Et quand il y a une autre femme qui vient qui n'est pas leur mère, les rivalités s'installent tout de suite. Et les garçons aussi, vice-versa. Quand il y a un nouveau partenaire, un nouveau homme dans la vie de leur mère, ça devient tout de suite, ça devient gênant. Et ça, c'est un truc qu'il faut régler dès la base pour mettre l'enfant en confiance, pour le faire savoir qu'il n'y a rien qui peut remplacer son parent, son père ou bien sa mère. C'est un être qui vient juste compléter le reste de sa vie peut-être. Il faut d'abord rassurer l'enfant de ce côté-là pour que la relation décolle normalement. Est-ce qu'il peut avoir un équilibre parfait, Monsieur Jananta? C'est bien possible parce que moi, j'aime pas trop l'expression jamais. J'aime pas. Parce que je pars du principe, c'est des cas exceptionnels, hein, mais c'est une question de prise de conscience à 3 niveaux. D'accord? C'est-à-dire au niveau du conjoint, au niveau de la conjointe et de l'enfant. Si ces 3 sont au même diapason, il y a unité. Et pour ça, il faut la communication. Et pour ça, il faut la communication. Et déjà, il faut suffisamment déblayer le terrain. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas lorsque vous êtes ensemble que vous allez cohabiter avec cet enfant. Vous êtes en train de cohabiter avec l'enfant depuis que vous avez jeté votre dévolu sur le conjoint ou la conjointe et que vous avez pris connaissance qu'il y a un enfant que vous êtes en train de draguer aussi par la même occasion. Donc c'est depuis ce moment que vous avez commencé par cohabiter avec cet enfant en gardant l'esprit, comme monsieur le psychologue l'a dit, que vous n'êtes pas là pour remplacer son père ou sa mère, mais vous êtes là parce que la nature a voulu vous mettre sur son chemin pour que vous jouiez un rôle. Maintenant, c'est à vous de décider du rôle que vous voulez jouer dans la vie de cet enfant. Est-ce que vous voulez être son traumate
pour la vie et qu'il se souvienne de vous comme un monstre, ou vous voulez que à chaque fois qu'il pense à vous, qu'il soit fier du mentor que vous avez été pour lui. C'est de ça qu'il est question. L'équilibre parfait, André Alicron. Oui, parfaitement, c'est possible. C'est possible dans la mesure, à la suite que c'est lorsque vous installez un bon dialogue, un bon système de communication entre les différents membres du couple, les choses rentrent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des désaccords. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des conflits quotidiens sur des habitudes quotidiennes ou voilà, le quotidien en fait. Il peut y avoir de petits conflits, mais ça ne veut pas dire que votre système de communication, si bien équilibré, va faire que les choses vont aller en éclat. Non. Au contraire, si vous n'arrivez pas à asseoir cette autorité, ce respect, j'ai envie de dire respect mutuel, respect de l'enfant et de l'adulte, lorsque vous n'arrivez pas à asseoir cela et que vous laissez vos égos prendre le dessus et que vous versez dans c'est moi le parent, on l'a dit suffisamment, vous n'êtes pas son père, vous êtes un adulte dans son processus d'éducation. Donc, c'est moi le père de la maison, donc c'est ce que j'ai décidé qui doit passer. L'enfant reconnaît que vous n'êtes pas son père, il va vous rentrer en conflit, il va vous prendre, en adversité. Et souvent, quand on rentre sur ce chemin avec les enfants, c'est toujours eux qui gagnent. Oui. C'est toujours eux qui gagnent. C'est vous l'adulte en réalité. Voilà. Vous avez encore le regard de la société, vous avez encore, comment dire, l'arbitre qui dira est-ce que j'ai bien fait en tant qu'adulte, est-ce que... Mais lui, il est dans la logique de on me doit tout. Et pour finir, un exemple, un témoignage d'un couple et où la mère, ils étaient vraiment dans une parfaite famille recomposée, tout allait bien au départ, les choses ont été, mais quand il a s'agi que la mère joue un peu son rôle de mère vis-à-vis de la fille de son conjoint, la fille a trouvé que elle est un peu plus complaisante avec ses propres filles qu'avec elle. Et son père, pour compenser un peu cela, a essayé de, en même temps, faire le complément. Donc, en jouant un peu sur tout ça, finalement, la relation a allé en vrille. Où la mère a dû se réinstaller avec ses filles, le père allait se réinstaller avec sa fille, et finalement, la dame qui dit, excusez-moi d'en rire, qui dit, je suis redevenue l'amante de mon mari. Parce que là maintenant, les deux ne se voient que quand la fille du monsieur n'est pas là. Donc ils ont commencé par encore se cacher pour se voir, parce que le père, il reconnaît qu'il aime. Parce que c'est en fait ça, il faut dire que vous n'êtes pas là pour l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui vous a fait venir. Vous êtes là pour l'amour que vous avez pour sa mère ou pour son père. Mais que pour que cet amour s'épanouisse, il fait partie des éléments principaux, des piliers sur lesquels, j'aime bien votre expression tout à l'heure quand vous dites, il faut draguer cet enfant. Et vous avez dragué la mère ou le père, entre guillemets, En fait, il faut le séduire, on veut dire. Il faut avoir son assentiment. Donc, quand vous avez fait le travail à 75% avec le conjoint ou la conjointe, vous prenez l'assurance au niveau de l'enfant ou des enfants avant de finaliser ici. Donc, c'est en cela que, c'est pas que ça rend l'adulte dépendant de l'enfant, c'est pas qu'on donne pouvoir à l'enfant de décider tout dans la relation de sa mère ou de son père. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste pour que vous puissiez vivre en harmonie votre relation. Parce que, on l'a dit, pour le garçon qui vit avec sa mère ou qui va venir chez sa mère, si son père n'est plus là, c'est lui le monsieur de la maison. Donc l'autre monsieur va être un rival qu'il faut combattre. Pour la fille qui ne vit plus avec sa mère, quand sa mère n'est plus là, c'est elle, la femme de la maison. Donc la nouvelle femme qui est là, si elle n'a pas son autorisation, ça ne va pas être facile pour elle auprès de papa. Et malheureusement, les parents donnent toujours raison à leur enfant biologique. Ils donnent toujours raison à leur enfant
biologique. Quand papa va rentrer et que sa fille va lui raconter que maman a fait ci, a fait ça, a fait ci, a fait ça, ça va biaiser son jugement. Ils vont y mettre quand même un peu de... C'est pas toujours. Hein. Ils doivent y mettre de l'intelligence. Quel que soit son niveau de... L'enfant peut en inventer. C'est ce que je dis. C'est ce que je disais. Quand c'est la mère qui corrige son enfant, c'est normal. Mais quand c'est la belle-mère, ça peut prétendre des malentendus. Ça peut faire naître des l'enfant peut malentendus. inventer. Papa sait très bien. Ce sont des choses qu'on rencontre trop souvent en thérapie. Le papa sait très bien que sa fille est dans un processus et que le mensonge prédomine un peu certains de ses comportements. Le papa sait très bien que sa fille ment. Ou la maman sait très bien que sa fille ment. Mais elle va trouver des éléments. La fille sait que vous savez qu'elle ment. Mais la fille sait aussi vos faiblesses. Ou le garçon sait aussi vos faiblesses. Il y a des petits mots qui vont glisser dans les 5 minutes de mensonge. Et c'est ces petits mots-là que vous allez dire oui. Il peut avoir menti sur ci ou il a exagéré ci. Mais c'est parce que tu as fait ci qu'il a dit ci. Et malheureusement, ça va commencer par gangréner la relation. Parce que votre conjoint ou conjoint va voir ça comme un manque de confiance. Tu ne me tiens pas suffisamment responsable pour garder ton enfant quand tu n'es pas là. Et quand il s'agit de ton enfant, il faut que je te rende compte, que je fasse attention. Est-ce qu'il est vraiment mon enfant? Donc lui aussi se met dans une mauvaise posture, un mauvais rôle. Comme on l'a dit, c'est vraiment, il faut faire attention. C'est une place, c'est une cohabitation explosive. Explosive. Si on dit difficile seulement, c'est que les gens vont penser que je m'y mets et puis après je ne sais pas. C'est dans la séparation qu'il y a encore beaucoup de douleur. Donc c'est une cohabitation très explosive, mais pas impossible. On peut le faire, on peut la faire. Si on prend le temps de savoir vraiment, en fait, comme on le dit, c'est un terrain très miné. Il faut prendre le temps d'étudier où est-ce que les mines sont posées et faire attention à ne pas. Faire attention là, on pose les pas. Oui, Ardon, vous voulez parler? Oui, c'est un jeu de manipulation et donc de rapport de force. C'est pour ça que je dis qu'au départ, il faut faire 4 sur table. Parce que comme le monsieur le disait tout à l'heure, si vous avez... Parce que ça dépend aussi des enfants que vous avez en face. Vous savez, un homme, dans le foyer, il est manipulé par 2 groupes. Sa femme et ses enfants. La femme aussi est manipulée par le même groupe, son conjoint et ses enfants. Maintenant, si vous avez en face un enfant qui connaît les faiblesses de son père ou de sa mère, surtout qu'ils ont vécu ensemble, parce que, vous voyez, le conjoint ou la conjointe qui vient avec son enfant dans le ménage, c'est parce qu'il vit avec cet enfant. Et que cet enfant, d'une façon ou d'une autre, peut-être qui n'a pas encore l'âge de raison, ou s'il a l'âge de raison, a choisi venir avec sa maman. Surtout parce qu'il y a eu des déceptions. D'accord. Et surtout parce qu'il y a eu des déceptions. Donc vous voyez, tout cet ensemble de choses fait que l'enfant a formaté une typologie que même son géniteur ignore. Ça dit que les enfants qui ne sont plus avec leurs parents biologiques sont très peu connus de leurs parents. Ils peuvent que dire ce qu'ils voient l'enfant faire parce que lui, si c'est le père, il n'apporte que sa partie masculine à l'enfant. Donc l'enfant essaie de compenser son manque de mère à travers tout un monde qui se crée lui-même. D'accord. Donc ce monde est méconnu de son père ou de sa mère. Et c'est sur la base du ressenti qu'il a vis-à-vis de ce monde qu'il s'est auto-créé, qu'il manipule ses parents dans le ménage. Donc, si vous êtes dans un ménage, comme il a dit, que vous savez, par exemple, que votre enfant a l'habitude de mentir, et que vous avez déjà décelé ça, si vous avez une conjointe, dans les discussions, dites-lui la vérité. Mon enfant a des aptitudes à inventer des choses. Je ne dis pas ça pour que tout de suite, quand il va dire quoi que ce soit, tu l'accuses de mensonge. Mais quand tu veux le faire, tu le fais devant la maman pour que l'enfant sache que la maman est informée. Parce que si vous ne vous mettez pas à nu, et dès que l'enfant sent que vous protégez son défaut, il vous aura. Et souvent, c'est le défaut qu'on a soi-même et que l'enfant colporte quelque part qu'on tolère. D'accord. Alors, il y a un aspect qu'on doit aborder, la place de l'ex dans ce nouveau couple-là.
Oui. Bon, j'ai envie de dire tout de suite, hein. D'abord, il faut savoir que la famille recomposée, là, c'est des familles qui se forment pour réparer, pour restaurer un tort passé, causé par d'autres membres qui ne font pas partie de la famille maintenant. Vous voyez un peu la complexité de cette histoire, parce que c'est quelqu'un d'autre, c'est une épouse qui m'a déçu, c'est une ex-femme qui m'a déçu. Maintenant, je prends une nouvelle que je veux qu'elle répare le tort que l'autre a fait, tout en restant dans la comparaison avec l'ancienne. Mais pas forcément, on peut vouloir refaire sa vie parce qu'on n'a pas envie d'être seul. C'est ce que je dis. Et quand vous venez avec vous voulez refaire votre vie, parce pas qu'elle a forcément été dans mal l'espoir faite. d'être soigné, ou bien Non. on a juste envie de ne pas être seul. On oublie peut-être le mal que l'ex vous a fait. Enfin, c'est pas général, c'est pas généralisé. C'est toujours pour réparer quelque bon? chose. Si vous avez envie d'être... Si ce n'est pas pour réparer un manque, vous allez être seul. Vous allez dire, je vis avec ma fille, je vis avec mon fils, je n'ai plus besoin d'une femme. Et là encore, c'est aussi souvent dans la démission. D'accord. Parce qu'on Ok. ne veut plus être blessé. D'accord. Maintenant, la place de l'ex. Oui. La place et son rôle. Si il y a eu un enfant du précédent couple, il a toujours ce rôle de parent biologique vis-à-vis de son enfant que vous devez lui reconnaître. Mais ce rôle, en fait, le beau-père va jouer son rôle de beau-père par le quitus aussi du père. C'est le père qui accompagne le rôle de beau-père dans la famille. Le père ne vient pas prendre la place du beau-père dans la famille. Il ne veut pas montrer au beau-père que c'est lui le père. C'est là que c'est compliqué. En fait, ils n'ont de rôle que lorsque ça concerne l'enfant. Ok. C'est une relation avec l'enfant, mais la relation du couple, c'est en fait ça aussi. Il faut savoir les sujets abordés. La relation du couple, votre couple, les deux adultes, conjoints, conjointes, l'ex n'a rien à avoir dedans. Ok. Vous n'aviez pas à lui exposer votre colère. La dernière fois, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Bon, souvent les hommes, quand on a envie d'être un peu trop, comment dire, Bavard. bavard, bon. c'est Bavard, toi qui- quand c'est vous toi avez qui envie le de dis. bavarder. Oui, autour d'une bière. En fait, c'est aussi ça. Il faut savoir tout simplement que vous êtes beau conjoint, nouveau mari, c'est l'ex de votre épouse. L'ex de votre épouse ne peut pas devenir votre ami, votre parent, votre frère, Copain. Ou un à qui confident. vous dites tout. Sinon, aucune relation n'est jamais finie. Il va Surtout qu'il prolonger y a ça. un enfant dedans. Il va prolonger sa relation parce que n'oubliez pas, elle est tombée amoureuse avant vous. Vous êtes son amour par défaut parce que elle a été déçue là-bas. Donc, si vous donnez l'occasion aux deux de prolonger leur amour par votre canal, c'est-à-dire vous êtes le vecteur qui transmet à votre épouse que son ex toujours si et que l'autre peut dire des choses. Ah, tu vois, ton mari, c'est quand je viens, je lui dis, là, il fait parce que je connais ma femme. Non, il faut que vous appropriez votre femme et qu'il sache sa place gardée, sa relation va être avec purement l'enfant. On va le reconnaître sa place de père ou de mère pour l'enfant. Mais pour tout ce qui est de votre vie de couple, vous devez pouvoir gérer votre chose seul, loin des yeux de vos ex. D'accord. Oui, sur la même question, madame. Oui, moi je crois que dans ce cas de figure, chacun doit savoir rester à sa place. Dans une famille récomposée, l'ex, que ce soit la mère ou le père de l'enfant qu'on récupère, il a le droit d'être présent dans la vie de son enfant, il a le droit de suivre l'éducation, l'évolution de son enfant, tout en gardant sa place. Et du côté aussi de la belle-mère ou du beau-père, c'est vrai que c'est pas facile de voir l'ex de son partenaire être rodé autour, mais il faudra aussi faire des concessions et supporter certaines choses pour donner vraiment la place aux géniteurs de cet enfant-là.
Parce que si, par exemple, on se prend la résolution d'empêcher peut-être l'enfant ou d'empêcher l'ex de voir son enfant, par exemple, ça peut déjà créer des tensions. Déjà qu'on a déjà parlé des enfants qui sont rebelles et qui n'acceptent pas forcément, comment on appelle, le conjoint de leurs parents, comment on appelle, biologique. Ça pourrait accentuer les petits problèmes. Donc, pour l'équilibre de l'enfant, il faut savoir que voilà, il n'a rien à voir avec le problème des adultes. Quand il doit être avec son parent biologique, il doit l'être. Quand il doit être avec ses parents, la famille récomposée, il doit aussi l'être. Donc je crois que c'est juste une question de coordination, de compréhension. Chacun doit savoir rester sa place, chacun doit jouer son rôle quand il le faut et comme il le faut. Oui, ne pas trop laisser de place à l'ex. À mon humble avis, l'ex a un rôle à jouer dans l'éducation de son enfant qui est maintenant dans une famille recomposée, mais il n'a aucune place dans le couple. Oui. L'ex n'a aucune place dans le couple. C'est mon couple avec ma conjointe. Il est père, donc il a un rôle à jouer vis-à-vis de son enfant. L'éduquer, Mais il n'a financier. il n'a absolument aucune place dans le couple. D'accord. Alors, des fois, les conflits... Attention, s'il te plaît, attention au rôle que l'ex joue. Il ne vient pas pour mettre le feu au foyer. Son message ne doit pas être pour attiser la flamme des conflits dans le foyer. Parce que l'enfant est déjà dans un élan de conflit. Donc, quand vous êtes S, vous avez déjà, il y a déjà eu séparation ou divorce ou rupture. Donc, sachez que vous n'êtes plus dans cette famille. Et quand on dit S, ne prenons pas seulement le conjoint, l'ex-conjoint, l'ex-conjointe. Il y a aussi, j'ai envie de dire, l'ex-belle famille, grande famille. D'accord. Le grand-papa, la grand-maman, la belle-tante, tous ça. ces S-là, c'est des dangers potentiels. Il faut savoir limite garder. Oui, on l'a dit, c'est important. Vous voyez le niveau de complicité, de relationnel, communication avec votre enfant. Vous faites des conceptions, mais ça va être des conceptions encadrées. Encadrées avec la complicité de l'enfant. Pour vraiment ne pas laisser l'enfant aller à plusieurs choses. Oui, parfois les conflits sont tellement énormes qu'on néglige même le couple au détriment même de ses seuls enfants, si c'est qu'il est seul, ou bien de ses deux enfants, si c'est qu'ils sont deux. C'est-à-dire on s'oublie complètement dans ces familles recomposées. Est-ce que c'est le meilleur à faire, je reste avec le psychologue pour savoir comment on s'en sort dans ces conditions-là? Non. Et bon, il y a aussi, c'est pas que les familles recomposées qui présentent tous les cas de figure que nous sommes en train de dire. Bon, à part leur structuration, enfants des familles, ce sont des situations que toutes les familles vivent. Toutes les familles, qu'elles soient monoparentales, nucléaires ou toutes les familles vivent. Mais il faut juste dire ici, s'oublier, ça c'est dangereux. C'est vraiment dangereux parce que dans le quotidien, dans quelle que soit la situation, il faut toujours avoir une place pour soi. Parce que si vous-même, vous n'existez pas ou que vous n'arrivez plus à puiser vos ressources, vous n'allez pas pouvoir aider votre environnement. Donc, le travail, la première chose, c'est qu'il faut avoir suffisamment de réserves pour pouvoir offrir. Donc, si vous voulez être là pour votre enfant et jouer votre rôle, il faut que vous soyez pleinement en possession de vos potentiels, de votre potentiel, j'ai envie de dire, psychologique. Il faut que vous puissiez vraiment en jouir de façon pleine. Et là, c'est prendre soin de soi, avoir des activités pour soi, avoir du regard pour soi, avoir du temps pour soi. Et ça, si vous n'êtes pas rigoureux sur ça, vous allez laisser la vie vous dévorer. Et malheureusement, ce sont des frustrations qui se cumulent et qui vont venir sur des bouts de petits comportements, excusez-moi de dire ça, mais sur un rien, vous allez être irrité, irritable et vous allez avoir des réactions disproportionnées et les enfants vont dire qu'ils vous méconnaissent alors que c'est juste parce que vous ne prenez pas le temps de vous refaire, de vous restaurer, de vous plaire. De vous plaire. Il faut commencer par se plaire, se faire belle, se faire beau, avoir des activités seules pour soi et aussi pour son couple. Je pense qu'il faut suffisamment se connaître pour ne pas répéter les mêmes erreurs.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je suis un homme et que j'ai déjà un enfant hors mariage, que je veux me remettre avec une femme, il faut que je m'assure déjà que les raisons pour lesquelles je me suis séparé de la première femme, à mon niveau, ces problèmes sont résolus. Je suppose que j'étais dans une situation de précarité où je n'arrivais pas à offrir un certain confort à la mère de mon enfant qui est partie. Il ne faut pas que cette mère parte et au bout de 3 mois, 6 mois, je ressente dans les mêmes conditions le besoin de me remettre en couple. Parce que là, ça va faire 2 responsabilités que je ne vais pas pouvoir assurer convenablement. Parce que les problèmes commencent lorsque vous-même qui voulez apporter la solution, vous n'êtes pas solution pour vous-même. C'est ça qui crée en réalité la frustration. Parce que lorsque vous parlez en tant que père et que quelque part derrière vous savez que vous n'avez pas joué pleinement vos responsabilités, vous êtes vous-même quelque part gêné. Donc je pense que si la conjointe aussi qui a un enfant veut venir avec un homme et qu'elle remarque que l'homme est à peu près dans les mêmes conditions que l'homme qu'elle avait laissé, il faut que quelque part on puisse prendre son mal en patience et savoir, moi ça fait bientôt 9 ans que je suis séparé avec la mère de ma fille, je ne me suis pas remis avec une autre femme, pas parce que je n'en ai pas envie, mais je veux suffisamment être dans certaines conditions pour savoir désormais que je peux me consacrer parce que la femme demande beaucoup d'attention. Prendre une femme, ça demande énormément d'attention et de disponibilité et de temps. Oui. Donc, je ne vous dirai pas le contraire. Bien sûr, j'ai pris le soin un peu quand même d'observer les femmes. Donc, un homme, sauf si, bon, il y a des gens qui n'aiment pas la paix, qui aiment quand même quand tout est en situation conflictuelle et on court à gauche, à droite. Mais moi, je veux vivre en paix. Donc, je pense que votre temps. Voilà, soi-même. Détectez l'appel rare. Rassurez-moi que ça va se faire ici, là. Vous n'allez jamais finir de vous refaire, de vous parfaire. Vous n'allez pas finir. Bien sûr. Bon, il n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Oui, je vous donne la parole. Oui, moi je crois que je vais un peu le rejoindre. Il est très important d'évaluer ce qui n'a pas marché dans la relation précédente afin d'avoir une meilleure relation dans le futur. Parce que s'il faut retomber dans les mêmes problèmes, c'est pas la peine, ce sera un cycle de répétition et au final on devient malheureux. Bon, moi depuis le début, je n'ai pas parlé de moi personnellement, mais pour mon exemple, après avoir divorcé, j'ai un garçon, j'ai décidé moi de me consacrer simplement à ma carrière, j'ai mis de côté tout ce qui est garçon, tout ce qui est homme et tout, mais au bout de 2 ans, j'ai ressenti ce vide-là, j'ai ressenti ce besoin-là, parce qu'il faut se sentir femme, il faut se sentir aimé. Surtout quand on est jeune. Voilà, surtout quand on est jeune. Et qu'on a tous les atouts que vous avez là. Voilà. Je parle sur le contrôle des hommes. Vous avez dit, je vous appelle au secours quand vous voyez les atouts. Ne me dites pas que vous ne le voyez pas. Non, de par mon orientation, j'ai compris que la place était réservée. Je voulais m'asseoir là-bas et on m'a orienté. Sortir du contexte. Donc voilà. Mais quand j'ai décidé de me remettre sur le marché, si on peut le dire comme ça, j'ai quand même fait le vide dans ma tête et j'ai évalué ce qui n'a pas marché dans mon précédent, comment on l'appelle, union, dans ma précédente union, autant pour moi. Et je me suis fixé peut-être, si on peut se dire, des limites ou bien un petit barème. Par exemple, moi je me suis dit, je ne peux pas peut-être m'intéresser à un homme ou bien faire une relation durable avec un homme qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant. Là, je vous rejoins un peu, parce que je pense qu'on n'aura plus le même feeling, on n'aura plus les mêmes pensées, les mêmes projections et tout ça. Donc, et ce que je fais, c'est que quand un homme s'approche de moi, la première chose que je brandis, c'est mon enfant. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont du mal à accepter une femme avec un enfant. Voilà. Donc, c'est la première chose que je brandis pour pouvoir te stimuler. C'est déjà ça d'abord. Donc, là, maintenant, si tu es dans la capacité d'être avec une femme qui a déjà un tel passé, là, maintenant, on peut s'asseoir et commencer à parler d'une quelconque relation. Donc, c'est très important de faire le vide, de faire l'évaluation de la relation passée afin d'avoir une meilleure relation dans le futur. D'accord.
Jonathan, monsieur Jonathan, madame Chocolat, ça fait bien marcher. Hein? Non, mais je ne suis pas une entremetteuse. Lui, il n'est pas prêt. Lui, quand je l'écoute, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt. Bon, d'accord. C'est vous qui en faites le diagnostic. Bon, ça, c'est juste une digression qui n'avait pas forcément sa place là tout de suite. Alors, on va finir sur cet aspect. Comment gérer la jalousie, surtout de la femme qui est l'ex, parce que vous n'êtes pas ça, surtout si c'est une femme qui a souffert avec vous et qui par la force des choses, vous avez eu un enfant, vous êtes séparés. La femme là reste, quand bien même les conditions de la séparation sont connues, c'est conclu, vous n'avez plus rien à voir ensemble, et bien la femme, parce qu'elle voit que vous émergez un peu trop avec cette nouvelle femme que vous avez prise, et bien elle estime que ce sont ces biens là qui sont là, c'est elle qui doit pouvoir manger et intoxique tellement l'enfant, et puis c'est jamais la peine. Comment gérer cette jalousie? C'est souvent du côté des femmes, mais les hommes aussi sont dedans. Les hommes aussi, ils sont jaloux. Comment gérer cette jalousie de l'ex? On va commencer avec vous, André Alihono. Merci encore. Moi, j'ai juste envie de dire, il faut schématiser la chose ainsi. Toute rupture, tout divorce, toute séparation, c'est vous entrez dans un processus de deuil. Et dans ce cas précis, le conjoint entre dans un processus de deuil. L'ex entre dans un processus de deuil, la conjointe également, et l'enfant aussi entre dans un processus de deuil. Et donc, quand vous n'avez pas élaboré votre deuil, quand aucun de vous, bien sûr, vous n'avez pas élaboré votre deuil, ça devient compliqué pour pouvoir se projeter et faire des choses. Ce que madame a dit tout à l'heure, elle a évalué, j'ai envie de dire, elle a pris le temps de faire son deuil. Et quand elle est arrivée au bout, elle a dit, maintenant, il faut que, parce que la fin, c'est que tu te réinvestis. Et donc, elle a décidé de repartir dans la vie, sachant maintenant ses faiblesses, sachant ce qu'elle peut encore avoir. Monsieur, comme on l'a dit, n'est pas encore, il est encore en plein deuil. Il y a encore des éléments qu'il n'a pas fini d'élaborer. Donc, s'il n'a pas fini d'élaborer, il faut concevoir qu'il ne peut pas rentrer. Donc, l'ex qui est jaloux ou jalouse est encore en plein processus de deuil. D'accord. Comment faire? Si vous pouvez l'aider à élaborer son deuil, vous gagnez. D'accord. Donc, quand vous êtes en séparation, l'autre chose, c'est que vous ne pensez pas qu'à vous seul. Il faut penser aussi à l'autre. Parce que c'est vous deux qui aviez perdu quelque chose. Et pour le temps que vous aviez vécu ensemble, vous connaissez un peu, vous savez que peut-être elle va mal prendre, peut-être elle va bien prendre. Donc quand vous faites votre travail, jetez un coup d'œil de son côté pour voir comment elle est en train de faire son travail de deuil aussi. D'accord, oui. Et surtout aussi l'enfant. Oui, on doit partir sur la même question. Comment gérer la jalousie de l'ex dehors? Oui, je pense, comme il a dit, qu'il faut écouter aussi les souffrances de celles qu'on a laissées. Prier, parce que généralement, celle que vous avez laissée ou celui que vous avez laissé, s'il ne se retrouve pas en situation de paix, ça rejaillit un peu sur vous aussi dans votre ménage. Donc, dans un premier temps, il faut aider, vous aider à surmonter cette douleur-là. On est séparés, mais on n'est pas des ennemis pour autant. Il faut savoir désormais que les barrières de l'intimité vous sont interdites, mais vous avez quand même une progéniture ensemble. Vous devez essayer de construire, surtout celui qui a la garde de l'enfant. Vous devez être aux côtés de cette personne continuellement parce que la jalousie, c'est un sentiment qui grandit au fil du temps. C'est de la frustration. Donc, si vous êtes à côté, ce sentiment, ça va pas s'estomper définitivement, mais cette personne aura plus de facilité à supporter. Maintenant, si par la chance de la vie, vous êtes le premier à être en couple, évitez déjà de trop vous exposer. D'accord. Et évitez d'envoyer des messages. Il ne faut pas que votre enfant soit un canal d'information. Comment je peux dire, le mot m'échappe, mais c'est comme si à travers cet enfant, vous envoyez encore des pics. Voilà. À l'autre. Voilà, il faut être conciliant et que la femme qui arrive connaisse sa place. Même si elle a conscience que vous avez un enfant ailleurs, qu'elle ne cherche pas
à savoir quoi que ce soit de l'existence de cette femme qui pourrait être source de problème. Maintenant, pour finir, Oui, les rapidement. parents ont un grand rôle à jouer. C'est-à-dire le père vis-à-vis du garçon, le père vis-à-vis de la fille, la maman vis-à-vis du garçon. Parce que c'est quand ce rôle n'est pas joué Oui. qu'un parent peut manipuler l'enfant. Oui, Madame Topona, rapidement. Bon, moi je crois que le facteur de tournant de tout ça, c'est la communication. Elle est très très importante, que ce soit avant ou pendant ou après la rupture. Surtout s'il y a des enfants ou un enfant au milieu, avant d'abord de se séparer, parce que je dis toujours, on peut se séparer, mais garder les relations humaines, même s'il n'y a pas d'enfant. Et de plus, s'il y a un enfant, on s'assoit, voilà, ça ne marche pas entre nous, on doit se séparer, mais il faut d'abord préétablir des choses. Comment est-ce qu'on va faire avec l'enfant et tout et tout. C'est normal que chacun puisse refaire sa vie, mais on va devoir se fixer des limites, des compromis et tout ça. Maintenant, surtout ça vient beaucoup plus de nous les femmes, les histoires de jalousie, l'ex-femme qui fait de jalousie avec la nouvelle femme à cause de son enfant et tout ça. Il faut aussi d'abord... La nouvelle qui est jalouse de la Voilà, oui, la nouvelle qui est jalouse de l'ex, vice-versa. Donc, il faut de parler avec toutes les deux parties pour mettre les deux parties en confiance. Toi, tu es mon ex, d'accord, mais tu... Parce que avoir un enfant, qu'on le veut ou non, on est lié à vie. On est forcément appelé à se parler, à gérer des choses toute la vie, quelles que soient les prochaines relations. Donc, il faut vraiment privilégier le dialogue, la communication et surtout mettre en confiance toutes les parties. Merci à chacun de vous. Je vous raccompagne et l'émission elle est terminée parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour débriefer avec Modeste.